Chers consoeurs, chers confrères, je vais commencer naturellement par saluer la famille de notre confrère Michel Renvoisé, dont j'aurai l'honneur et le plaisir de prononcer l'éloge dans un instant. Donc j'accueille tous ceux qui sont présents aujourd'hui en présentiel et aussi tous ceux qui nous suivent en vidéoconférence et que je remercie d'assister à notre séance. Alors j'espère que cette fois nous ne serons pas trahis par la technique, parce que la technique a ses incertitudes. Et l'autre jour, l'exposé de Jean-Michel Germain a été entrecoupé, mais il sera visible sur la décarbonation du transport maritime. Il sera visible sur YouTube à partir de ce soir ou demain, dans son intégralité. Alors nous allons débuter notre séance par l'hommage de l'Académie à notre confrère, le commissaire général Renvoisé. Son frère Jacques, qui est là, sa famille, ses neveux et nièces, son frère, les épouses, les conjoints, sa petite-fille, non, sa nièce, pardon, et qui sont venus en nombre parce que chez les Renvoisés, on chasse en meute. On a l'esprit de famille. Donc, ça va mieux. Voilà. Et donc, ça montre, ça symbolise cet esprit de famille. Je vais donc prononcer l'éloge de notre ami Michel Renvoisé. Le commissaire général Renvoisé, que nous appellerons par la suite Michel Renvoisé, et puis finalement Michel, pour lui témoigner notre attachement indéfectible, est né à Brest le 14 novembre 1934. L'époque était troublée, en Allemagne, en Italie et même en France, où le petit journal posait à ses lecteurs la curieuse et inquiétante question de savoir quel dictateur conviendrait à la France. De cette ambiance délétère, le jeune Michel, tout juste éclos, est quant à lui protégé par son innocence, bien sûr, mais aussi par la béatitude liée à son patronyme. Le nom de Renvoisé renvoie en effet, cela ne s'invente pas, à Envoisier, qui veut dire se réjouir, s'amuser ou encore s'adonner au plaisir. Ceux qui l'ont bien connu conviendront, au moins sur ce dernier point, qu'il a bien caché son jeu, tant il cultivait une pudeur naturelle, voire une forme de jansénisme que ne venaient distraire que la littérature et la musique. Revenons un temps en arrière, 1000 ans, pas moins, et où l'on retrouve une cellule souche de sa famille paternelle portant le beau nom de Marigny. Il lui semble qu'il lui arrive un malheur, mais autre temps, autre mœurs. Il reste tout de même l'hôtel du même nom, ce qui n'est pas rien. De manière plus contemporaine, la famille de Michel a été celle de la synthèse, une variété de syncrétisme marin, où se mêlent amiraux, ingénieurs, contrôleurs, commissaires. Nul doute que si la marine avait compté des prélats, nous aurions trouvé un Renvoisé, peut-être même Michel, qui aurait alors fini sa carrière paré de pourpre plutôt que de loutre. Ne disait-on pas d'ailleurs qu'il avait des airs de chanoine chatemite? Mais revenons à notre sujet. Michel Renvoisé ne se contente pas de naître. Après ses études à Brest et à Paris, il embouquera la vie professionnelle toute tracée par la tradition familiale. Et ce sera la marine. C'est ainsi qu'il entre à l'école du commissariat en octobre 1957. À l'issue de sa formation, après la campagne d'application à bord du croiseur Jeanne d'Arc,
il embarque successivement sur 2 escorteurs d'escadre, le Chevalier Paul et la Galissonnière, restés chers à mon cœur puisque ce fut mon premier embarquement. Muté en 1962 et pour quelques mois seulement à Merced-Kébir, il rejoint très vite Toulon et la Légion. Non point la Légion étrangère, restons raisonnables, mais de gendarmerie. Nommé commissaire du croiseur antiaérien de Grasse en mars 1964, il est muté la même année à bord de la Jeanne d'Arc en qualité de chef de cabinet du commandant, fonction dans laquelle il excelle. Ce sera ensuite le groupe Montcalm, la Romanche et la base des sous-marins de Toulon. Vient septembre 1968. Alors que le printemps agité l'a épargné, il est nommé chef de cabinet du directeur du commissariat à Toulon, un brillant polytechnicien, pardon pour ce pléonasme, dont je me souviens qu'il portait monocle et du fait qu'il apprenait ses discours par cœur avant de les délivrer à un public admiratif. Nul doute que les dames tombées en pâmoison le devaient aussi à la plume de Michel. Peut-être est-ce aussi devant tant de confusion qu'il resta sa vie durant célibataire, bien que courtisé. Breveté de l'école supérieure de guerre navale en 1972, il est nommé à la direction centrale du commissariat de la Marine avant de revenir une nouvelle fois à Toulon en qualité de sous-directeur de l'école. Et puis ce sera Brest, au sein de la direction du commissariat, avant un nouveau retour à Toulon pour prendre les fonctions de directeur de l'école qu'il connaît déjà si bien. Au mi-temps des années 80, il rejoint la préfecture maritime en qualité de chef de bureau des affaires civiles de la mer et à ce titre s'oppose en acteur majeur de l'exercice des nouvelles responsabilités confiées au préfet maritime. Promu commissaire général, il prend la direction du Cotentin puis du Finistère, tous deux pays de brumes et de vents en bataille, chers à Xavier Graal. Il retrouve là, sur les pas de Macorlan, l'enchantement de son profond attachement à la Bretagne. Son dernier havre, conçu comme refuge sûr, sinon tranquille, point d'orgue d'une vie professionnelle riche, abondante et variée, comme on le disait de la nourriture du marin, sera l'inspection du commissariat de la Marine, tour de contrôle ou sémaphore, comme l'on voudra, sur un corps qu'il habitait et incarnait avec noblesse et talent. Commandeur de l'Ordre national du mérite, officier de la Légion d'honneur, officier du mérite maritime, chevalier des palmes académiques, autant de décorations qui illustrent à leur manière cette brillante carrière dans toute sa diversité. Mais la deuxième section n'est point la retraite, et Michel Renvoisé choisira de s'impliquer dans des activités qui font sens, comme l'on dit aujourd'hui. Ce sera l'Association nationale des commissaires de la Marine, veillant à préserver l'esprit de corps et de solidarité de ses camarades de toute génération, pour lesquels il était un modèle incontesté. Nos camarades commissaires n'oublieront pas non plus les voyages qu'il a organisés pendant 25 ans avec un soin et une exigence de qualité qui était sa marque et combler les attentes culturelles autant qu'amicales de chacun, de Saint-Pétersbourg au bassin méditerranéen ou de Berlin au Canada. Ce sera aussi l'Association pour le développement des œuvres sociales de la Marine, l'ADOSM, que nous connaissons bien et soutenons avec constance. C'était pour lui une autre manière de marquer son attachement à l'institution qui avait été le creuset de son épanouissement personnel et professionnel. Qui d'entre nous ne l'a pas croisé tout au long de ses journées d'entraide où il tenait à saluer chacun d'un sourire engageant à la générosité. Il y excellait en empathie et en urbanité.
Et je n'oublie pas, bien sûr, combien il a marqué la Société nationale de sauvetage en mer, dont il a été un acteur et un prosélyte infatigable. Je pourrais, et pour cause, en parler longuement. Je mentionnerai simplement 2 extraits d'un hommage qui lui a été rendu par les sauveteurs. Je cite: « Tous ceux qui l'ont connu et côtoyé ont en mémoire l'attention et le respect qu'il portait aux autres avec tant d'élégance et de courtoisie. Un homme de bien, qui savait transcrire et faire partager naturellement toute l'estime et l'admiration qu'il portait aux sauveteurs. Cette élégance et cette courtoisie, associées à une large ouverture d'esprit et une grande rigueur intellectuelle, ont fortement marqué notre compagnie, qu'il avait rejointe en l'an 2000 au sein de la section Histoire, Lettres et Arts, y apportant le fruit d'une grande culture et le goût de l'esthétique. Le choix de cette section de gens d'art et de lettres n'était pas neutre. En témoigna peu après sa disparition la découverte dans une anonyme cantine marine d'un trésor littéraire caché que même ses plus proches ignoraient. Pas moins de 20 nouvelles et romans où il fendait l'armure, laissant avoir la personne privée toute faite de sensibilité, dissimulée derrière le paravent, la carapace lissée, selon la belle expression du général Benteja, du personnage public. Il avait même retenu à cette occasion l'intérêt des comités de lecture de Gallimard, de Grasset et du Seuil. Quand j'étais jeune et fier et que j'ouvrais mes ailes, les ailes de mon âme à tous les vents des mers, les voiles emportaient ma pensée avec elles et mes rêves flottaient sur tous les flots amers. Je voyais dans ce vague où l'horizon se noie surgir, tout verdoyant de pampres et de jasmin, des continents de vie et des îles de joie où la gloire et l'amour m'appelaient de la main. On reconnaîtra là les voiles de Lamartine, propos intimistes qu'il n'eût pas désavoués. J'ai bien connu Michel et je remercie l'amiral Doniol d'avoir accepté de prononcer l'éloge de l'amiral Brême qui m'échoyait pour me permettre d'honorer la mémoire d'un grand ancien avec lequel j'ai enchevêtré mon ADN pendant 50 ans, à l'école, sur la Galissonnière, sur la Jeanne d'Arc, dans l'action d'État en mer, à la SNSM et au sein de notre compagnie. Lui rendant hommage à Saint-Pierre de Neuilly lors de ses obsèques, je disais que nous avions alors été frappés de stupeur par sa disparition soudaine, tant Michel nous paraissait immortel. Comment celui qui nous avait fait oublier que les ans marquent nos traits, tant les siens paraissaient traverser le temps sans ride, pouvait-il nous abandonner si brutalement? Il l'avait pourtant fait avec prestance, discrétion, à son image. À son frère Jacques, à ses neveux et nièces auxquels il était profondément attaché, à l'ensemble de sa famille, je veux seulement dire que Michel a été un grand monsieur, un exemple, une référence. De longues années encore, assis au pied du phare de la Pointe Saint-Mathieu, à l'ouvert de la rade de Brest qu'il chérissait tant, on se souviendra de l'onde noire qui le happa un jour d'octobre 2018 et l'on dira c'était renvoisé. Je vous propose maintenant de respecter 1 minute de silence en la mémoire de Michel Renvoisé. Je vous remercie.
Alors, je propose, comme il est d'usage, aux membres de sa famille qui souhaitent assister à la suite de la séance, ils sont les bienvenus. Ce ne sera pas trop technique puisque nous parlerons de peintres. Donc, nous aurons le plaisir d'entendre et j'espère de voir les réalisations de nos peintres de la marine. Cette séance va se poursuivre par une intervention à 2 voix, celle de Michel Battu et celle de Jacques Rouault, tous 2 peintres de la marine et membres de la section Histoire, Lettres et Arts, celle-là même dont le commissaire général Renvoisé était membre. Ils évoqueront la mémoire de notre collègue Michel Bèze, qui nous a quittés le 25 septembre 2018, et nous entretiendrons en forme d'hommage des peintres de la marine et de leurs tendances actuelles. Avant de leur passer la parole, je signale que celles et ceux qui nous regardent en visioconférence ont la possibilité de poser des questions par SMS au 06 85 83 66 63. Je répète, 06 85 83 66 63. Je rappelle enfin que notre dernière séance privée se tiendra le 9 juin matin et la séance de remise des prix le même jour, 9 juin, après-midi. Chères consoeurs, chers confrères, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le thème de notre... Comme nous allons nous passer la parole, nous sommes dit que nous pouvions rester assis, que c'est un peu comme le souhaite Michel. Comme tu veux, ça m'est égal. Ah, pardon. Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, avant d'évoquer quelques aspects concrets de ce groupe illustre d'artistes dont l'existence est si ancienne, en s'aidant aussi de nos expériences, puis ensuite d'évoquer l'esthétique artistique véhiculée par notre corps, dans le passé et aujourd'hui, sans doute convient-il de vous présenter rapidement les 2 jeunes membres de votre académie que nous sommes, ce qui vous dira un peu déjà des peintres de la marine. Alors vous me pardonnerez, je vais peut-être... La commande ne fonctionne pas. Donc, je vais prendre une flèche. Je crois que ça va aller mieux. Alors, quelle flèche puis-je utiliser? Celle-là? Voilà. Voilà. Comme il s'agit d'une image peinte, d'un tableau peint par Michel, il me semblait indispensable de vous la montrer immédiatement. Michel Battu a été nommée en 2003. C'est une Parisienne qui a vécu sa jeunesse dans le Pas-de-Calais au gré de la vie professionnelle de son père, architecte et commandant de réserve de l'armée. Son premier diplôme, c'est celui de l'École nationale supérieure des beaux-arts. Après 6 années de bonheur à l'école, lauréate et pensionnaire de la Casa Velasquez, elle vit 1 an à Madrid. C'est aussi le bonheur alors de découvrir l'Espagne et le Prado. Très vite, sa carrière démarre avec un contrat d'exclusivité à la Galerie Arcurial, avenue Matignon, pendant 7 ans, qu'il l'expose en France et à l'étranger, je pense aux USA, à la Suisse, à l'Autriche, aux Émirats arabes. En 1986, elle obtient une médaille d'honneur au Salon des artistes français, puis est élue présidente de la section peinture au Grand Palais, aux côtés d'Arnaud d'Autrive, autre peintre de la marine de l'Académie française, secrétaire perpétuel pendant très très longtemps. Les expositions s'enchaînent et depuis 1994, elle a noué des liens très étroits avec le Japon. Jusqu'à ce jour, son esthétique continue à séduire les Japonais. Les multiples voyages qu'elle effectue partout dans le monde sont la source de ces tableaux que vous voyez derrière moi.
publications et bibliographie asseyent encore une carrière heureuse. Pour être certain de ne pas la trahir, je la cite. Ce métier magique, solitaire et personnel m'a permis de m'exprimer et de me réaliser sans me soucier de plaire ou de déplaire, ni d'être ou ne pas être à la mode. Je continue mon métier avec passion, comme un écrivain devant sa page blanche, considérant que l'art est en dehors du temps. Pardon. Alors, Jacques. C'est au baroque qu'il naît ce qui lui inspirera des années plus tard de nombreux tableaux. Nommé Pomme en 2010, sa vie change. Il abandonne la double carrière qu'il a menée depuis 1981 de peintre et d'avocat associé dans un grand cabinet d'affaires parisien. Élève de Philippe Lejeune, peintre renommé à l'immense culture dont l'atelier qu'il dirigea avec un incroyable succès a donné naissance à l'école d'Étampes, dont sont issues plusieurs pommes, Debuchère, Barry, Legrand, Jamais, à tel point que certains chez nous trouvent que cela est suffisant. Inspiré par les aéroports, il est nommé peintre de l'air et de l'espace en 1995 et peintre de l'armée de terre en 2000. Il a depuis près de 40 ans eu de nombreuses expositions personnelles et de groupes à Paris, en province et à l'étranger. La première en 1985 à la Fondation Taylor, dont il est devenu depuis un membre du comité. L'île-dieu, depuis plus de 25 ans, l'inspire et il y expose régulièrement. De nombreux prix et récompenses l'ont conforté dans sa double vie. Un grand tableau depuis 1993 dans la bibliothèque de l'Ordre des avocats au Palais de justice de Paris est presque devenu un emblème des avocats parisiens. L'année 2017, passée au 36 quai des Orfèvres, a abouti à l'accrochage de 36 tableaux et autant de dessins sur les murs du nouveau bâtiment de la PJ parisienne aux Batignolles. Il est un pomme qui aime les embarquements. Ils l'ont mené à Mayotte, Édimbourg, Hambourg, Dublin, Dakar, Abu Dhabi, Goa, Tahiti, le canal de Suez et Djibouti. Depuis 2014, il a accepté de présider notre association et siège au conseil administratif de la Fondation Bellem. Les pommes depuis 1973. Photographie de Michel King. Notre doyen Michel King est nommé en 1973. 1968 est proche avec ses conséquences sur la disparition de l'enseignement de la peinture française. 1975, c'est la nomination de notre confrère, l'amiral François Bellec, entre autres, ancien directeur du musée de la Marine, ancien président de l'Académie de Marine, écrivain de marine, auteur de multiples ouvrages savants qui expliquent les liens actuels étroits entre le musée de la Marine et les peintres de la Marine. Ancien président de notre association. Serions-nous là tous les deux aujourd'hui sans son impulsion? Sûrement pas. C'est l'occasion de le remercier publiquement de ce qu'il a fait pour les pommes et pour nous. Nous avons des membres élus depuis plusieurs dizaines d'années. Voilà qui permet de constater les évolutions de notre corps. Les femmes. La première femme nommée, c'est Christiane Rosset, en 1995. Cette œuvre est peinte au Kerguelen, embarquement toujours sportif. Elle participe toujours à nos escales et expositions de groupe. C'est bien un aspect nouveau de notre actualité que la nomination des femmes depuis 1995. Anne Smith, en 2005, peintre et sculpteur. Marie Détré, en 2010, peintre et illustratrice. Sylvie Duplessis, en 2012, céramiste. Et la dernière femme à ce jour, nommée en 2018, c'est la 6e Hélène Legrand. Hélène Legrand est peintre. Elle enseigne et tient en très haute estime le métier
traquant avec humour les choix ridicules de l'art officiel par des personnages qui ont oublié Molière et le ridicule du bourgeois gentilhomme. En 2003, lorsque j'ai été nommée, j'étais la seconde, et l'esprit d'atelier de Michel King n'a pas manqué de se manifester et de relever qu'après avoir eu la rossée, on a eu la battue. 6 femmes pour 35 hommes. C'est un pourcentage équivalent à celui des femmes dans la marine. Et bien sûr, cette proportion va s'accroître. Autre caractéristique de notre corps, la pyramide d'âge. Nous y prêtons attention. 2 ont plus de 90 ans, 7 ont plus de 80 ans, 11 ont plus de 70 ans, 11 ont plus de 60 ans et 10 ont moins de 60 ans. L'âge des pommes s'explique tout d'abord parce que nommé à vie à une époque où les peintres vivent en moyenne plus vieux que les autres Français et les sculpteurs encore un peu plus. Ensuite, parce que les peintres nommés ne sont pas des débutants. L'attribution de ce titre correspond souvent à une forme de couronnement de carrière. De toutes les façons, les peintres ne prennent jamais leur retraite. Les grands écarts d'âge nourrissent ce corps. En 1997, Christophe de Buchères était le Benjamin, nommé à 35 ans, comme l'illustre Brenet, toujours vivant en 1997, qui a vécu jusqu'à 104 ans. Aujourd'hui, c'est Olivier Dévaux, nommé en 2018 au même âge. Il pourrait toujours être peintre de la marine en 2060. Ces écarts sont une richesse pour notre corps dans un monde où tout bouge si vite. Grâce à la marine, mais aussi grâce à leur réputation personnelle, et aussi beaucoup grâce à l'association qui les réunit, les peintres ont ensemble, s'ils le souhaitent, car ils n'ont aucune obligation, de multiples activités. Dans la promotion de 2018, 5 nouveaux de moins de 60 ans ont été nommés. Remise d'insigne à Ballard, c'était une première, bien différente de celle du passé. La variété de l'expression picturale des peintres de la marine. C'est une constante du passé, il faut la conserver. Herbaut, Charles Lapique, Claude Chour, Rigaud, qui peint l'Île-Dieu. Aujourd'hui, il faut peut-être prendre garde à ce que la variété ne consiste pas à varier les métiers plutôt que l'expression artistique. Si les peintres sont encore aujourd'hui très largement majoritaires, les métiers sont nombreux. Divers métiers. C'est une tendance de ces 45 dernières années, l'apparition progressive de divers métiers que l'on pourrait classer en sections. Un graveur, Courtois, 1993, c'est un graveur qui n'hésite pas à poser sa plaque et sa glace devant son sujet. Il peint aussi. Il y a plusieurs illustrateurs à l'expression artistique très différente. Marc Berthier, 1991, bien connu grâce à ses multiples illustrations et ouvrages. Jean-Pierre Arcil, 2010, de l'île aux Moines, qui peint aussi. Et Nicolas Vial. Dessinateur de presse au Monde, puis au Figaro Magazine, au 1 aujourd'hui, sans oublier le Chasse-Marée, il est aussi illustrateur et peintre. Un aquarelliste, Michel Bernard, 1987. 2 sculpteurs et même 3, Coquillet, 1995, en même temps pastelliste, et Jean Lemonnier, 2005, grand voyageur, sculpteur animalier. Une céramiste, Sylvie Duplessis, un peintre-sculpteur, Anne Smith. Une grande nouveauté, les photographes. Le premier photographe contemporain est un ami de Robert Doisneau, Dieu Z, 1975, en même temps peintre. Chournoz, lui aussi, double ou triple casquette, nommé en 1983, disparu au début de l'année 2019, fut le premier à être vraiment presque exclusivement photographe avec ses embarquements multiples. Puis Yann Arthus Bertrand, 2005, Jean Gomy, 2008, fondateur de l'agence Magnum, membre de l'Institut comme Arthus Bertrand, et Jacques Perrin, premier cinéaste nommé, lui, en 2015. Et enfin, Thierry Desouches, nommé en 2018.
Il est essentiel de souligner que ces photographes ne sont pas des photographes de reportage, mais bien des artistes ayant un point de vue sur la représentation du monde qu'ils expriment par leurs clichés. Aujourd'hui, après la disparition d'Arnaud d'Autrive, qui fut très longtemps secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, il n'existe plus aucun peintre de la Marine, artiste-peintre, qui soit membre de cette académie, alors que 3 des 4 photographes POM en sont membres. C'est révélateur du regard porté sur l'importance de la peinture et ceux que l'on considère comme peintres. Dans la section peinture de l'Académie des Beaux-Arts vient d'être élue une dessinatrice, Catherine Meurice, rédactrice de Charlie Hebdo, justement au siège d'Arnaud d'Autrive, qui fut premier Grand Prix de Rome. Pour autant, les dessinateurs de BD, et en particulier ceux dont la démarche est celle des peintres, un grand exemple est Tardy, qui a illustré Céline et la guerre de 14-18, sont attendus chez les POM. C'est très important car leur métier est souvent très grand. Ils ont reçu une formation impitoyable qui leur permet d'exprimer leur talent avec virtuosité. Actuellement, celle-ci fait tellement défaut aux jeunes peintres que l'on prive de tout enseignement par esprit doctrinaire. Ils sont sommés de s'exprimer sans que leur soient données les armes. Jacques. Les textes. POM, peintre officiel de la Marine, c'est aujourd'hui un statut réglementé. Vous avez sous les yeux un décret qui est le décret qui a été signé en 2005, qui reprend in extenso celui du 2 avril 1981, qui a été signé par Raymond Barre et Robert Gallet. Il porte « Organisation des peintres officiels des armées ». Pendant des décennies après 1830, il n'y a pas eu de texte. Le premier qui organise le statut date de 1919. C'était étrange pour une institution militaire de n'avoir aucun texte qui organise le statut. Le dernier publié est de 1981, actualisé en 2005 parce qu'on a créé les peintres de la gendarmerie, qui finalement n'ont eu une existence que depuis 1 an où un jury s'est réuni pour nommer des peintres de la gendarmerie. On pouvait craindre que ce texte de 1981 crée un groupe unique des peintres de l'armée, puisque l'on regroupait les peintres de l'armée de terre, les peintres de l'armée de l'air et de l'espace, de la marine et maintenant de la gendarmerie. Il n'en a rien été, et il n'en est rien aujourd'hui. Ce texte qui évoque le statut de peintre officiel des armées avec 4 spécialités n'a pas modifié ou supprimé ce qui est essentiel, le corps des peintres de la marine. C'est notre spécialité et elle est unique au monde. C'est en 1830, sous Louis-Philippe, que naît ce corps, par la simple inscription à l'annuaire de la marine de 2 peintres, Crépin et Gudin. C'est près de 260 peintres qui ont ensuite été nommés. Il faut reconnaître que la qualité et la renommée de certains d'entre eux ont donné un indéniable prestige à ce corps intimement lié de ce fait à la marine et aux marins. Aujourd'hui, tout le monde connaît Mathurin-Méheut, Signac, Marquet, Marin-Marie, Ziem. Ils ont pris la mer, les bateaux, les ports, pour sujet, et même parfois presque exclusivement. L'encre qui peut suivre la signature des peintres est le privilège des peintres officiels de la marine. Bien connu du public, lui non plus n'a pas fait l'objet d'un texte avant 1953, alors que la tradition de son utilisation a débuté dès le XIXe siècle. Les Anglais ont des war painters, les Belges une association un peu fatiguée, les Italiens une association encore plus informelle, et nous sommes uniques. Aucune marine n'a un corps de la marine. Passons au processus de la nomination des peintres. Les peintres sont nommés par le ministre des Armées à la suite d'un long processus sur proposition d'un jury présidé par un officier général nommé lui-même par le chef d'état-major de la marine. Ce jury est composé d'une 15aine de personnalités du monde de la mer et du monde de l'art. Le texte prévoit d'ailleurs que certains sont de droit, d'autres sont inscrits simplement quand on le souhaite et non qu'une voix délibérative. Ce jury se réunit tout d'abord pour choisir ceux dont l'œuvre sera accrochée au Salon de la Marine. Le Salon de la Marine est une institution ancienne qui existe dans son état actuel depuis 1942 et qui a lieu presque toujours au musée de la Marine à Paris,
tous les 2 ou 3 ans maintenant, car le coût d'un salon devient tel que l'espacement s'est agrandi. Cette année, il aura lieu du 19 juin au 19 septembre 2021 au Musée des Beaux-Arts de Brest pour les peintres de la Marine, à la médiathèque pour les exposants au salon et au Musée de la Marine de Brest pour l'hommage aux peintres disparus. C'est un hommage traditionnel que l'on rend à chaque salon aux peintres disparus depuis le dernier salon. Notre dernier salon a eu lieu en 2017, puisqu'il y avait un espace de 3 ans qui avait été prévu. Puis, en 2020, il a été reporté à 2021, ce qui fait que cette année, il y aura eu 4 ans que nous n'avons pas eu de salon et 4 années que nous n'avons pas nommé de nouveaux peintres. Participer à ce salon est la seule véritable obligation des peintres de la Marine. Cette obligation résulte du texte de 1981. Il est même prévu que les peintres doivent exposer 2 œuvres. En réalité, nous n'en exposons qu'un, car il n'y a pas la place d'en exposer 2. La tradition est antérieure à 1830, car depuis plus de 3 siècles, depuis Richelieu et Louis XIII, la marine s'est attachée des peintres chargés de la peinture de marine, de la décoration des bateaux. Voici le port de Marseille par Vernet, et je cite cet exemple car c'est un épisode très connu qui marque la fin d'une époque. Joseph Vernet, le premier de la lignée des Vernet, était honoré du titre de peintre des marines de Sa Majesté. Il a reçu de Louis XV la commande de peindre 24 ports français. Finalement, car il était assez occupé, il n'en a peint que 15 et puis la mort l'a empêché de poursuivre. Sa commande a été poursuivie par Jean-François Hue qui en a peint 6 ou 7, je ne me souviens plus exactement. Mais ce qui est important, c'est que ces 15 tableaux seront encore au musée de la Marine quand il réouvrira, car c'est la gloire de ce musée. Je dis 15, je devrais dire 13, car le Louvre conserve jalousement 2 tableaux de port, et c'est d'ailleurs très regrettable, car ça ne manquerait pas beaucoup, de mon point de vue, de retirer 2 tableaux de Vernet au Louvre et de mettre les 15 au musée de la Marine. Bon, enfin ça, on ne m'a pas demandé mon avis. L'étonnant statut des pommes. C'est un statut très étrange, mais finalement très souple et très adapté à des artistes. Et les différentes évolutions réglementaires qu'on a vues depuis 1919 et dont je vous ai épargné la lecture ont bien conservé cette étrangeté. Les pommes ont rang d'officier. Les peintres agréés, ceux qui viennent d'être nommés pour 3 ans, agrément renouvelé 2 fois systématiquement selon le vœu de la marine, prennent rang de lieutenant de vaisseau. Les titulaires, après 9 ans, puisqu'il y aura eu 2 renouvellements, prennent rang de capitaine de corvette. On ne leur donne pas ce grade lorsque l'on s'adresse à eux. On les appelle le plus souvent maîtres, ce qui a l'avantage de ne pas faire de différence entre les hommes et les femmes. Et parfois à bord, ça m'est arrivé, on vous appelle monsieur le peintre. Comme on dit monsieur le pasteur, puisque ça a été mon cas, j'ai voyagé, j'avais fait un embarquement long avec un pasteur, il y avait monsieur le peintre et monsieur le pasteur. S'ils ne sont pas du tout militaires, alors qu'ils ont rang d'officier, ils ont quand même une carte militaire. C'est encore une incongruité. Ils ne portent pas non plus de galons sur l'uniforme qu'ils ont, lequel est une création récente et destinée à les rendre plus présentables. C'est d'ailleurs la marque d'un changement d'époque. Les peintres, comme toutes les professions dans le passé, avaient une sorte d'uniforme. Pour nous, c'était la tenue de rapin. Mais depuis 40 ou 50 ans, comme le reste de la population, ils s'habillent de façon hétéroclite, d'où l'idée d'un amiral de leur faire porter un uniforme pour des occasions exceptionnelles, espérant ainsi qu'ils soient plus présentables. Mais ceux qui ont l'habitude de voir les peintres réunis dans ces manifestations officielles s'aperçoivent que jamais ils sont complètement leur uniforme, jamais ils ne portent exactement le même. C'est donc extrêmement difficile. À bord, en revanche, ils ont la même tenue que tous les marins, la TPB, tenue de protection de base. Selon l'amiral Bellec, c'est une observation qu'il m'a faite et que je trouve très judicieuse, la création de cet uniforme et surtout la remise d'un insigne le jour de la nomination par, en général, le chef d'état-major, crée pour la marine une quasi-impossibilité de refuser le renouvellement au bout de 3 ans du titre de pomme,
car cela équivaudrait à les dégrader, ce qui n'est pas un bon souvenir. La perte du titre n'existe qu'en cas de condamnation correctionnelle pour un motif contraire à l'honneur ou condamnation aux assises, bien que ce ne soit pas inscrit directement dans les textes. C'est donc le chef d'état-major qui va recevoir du jury le choix des nouveaux peintres proposés par le jury. Certains chefs d'état-major y sont d'ailleurs très sensibles, puisque moi, l'amiral Prazuc m'avait demandé, à l'issue du dernier salon, alors que je ne suis pas le président du jury, de venir me présenter les choix des 5 peintres que le jury avait fait. Et je lui avais présenté, je lui avais fait une petite revue des œuvres présentées par les peintres. Et il avait souhaité, avant de signer sa décision de transmettre au ministre des Armées pour signature de la nomination officielle et publication au journal officiel, que je vienne lui présenter ces peintres. Le jury, bien entendu, avant de se prononcer, a vérifié que le candidat a un véritable tropisme pour la peinture de marine et s'attache à leur carrière et au rayonnement que leur appartenance au corps pourrait donner à la marine. C'est ce qui vous explique qu'il y a eu un élargissement des professions et qu'il y a quelques années, on a nommé des photographes et leur renommée n'était pas étrangère à leur nomination. La multiplicité des talents et des modes de représentation du monde maritime est aussi recherchée afin que la variété que vous a exposée, Michel, tout à l'heure, ne soit pas oubliée. Chaque jury a d'ailleurs ses tropismes sous la direction de son président, le plus souvent très sensible à l'art. Les peintres aussi ont un rôle important dans ce jury puisqu'ils y sont de droit au nombre de 2 et traditionnellement, le président en désigne 2 de plus car ils sont les professionnels et les sachants, comme l'on dit en langage juridique, et les nouveaux seront les membres d'un même corps dont la cohésion est souhaitable et c'est pour ça qu'on peine à imaginer d'ailleurs qu'un peintre qui serait de grande qualité mais très opposé au reste du groupe puisse être nommé. Car les peintres du groupe souligneraient l'impossibilité. Les candidats fournissent au jury, en plus de leur book, qui résume leur carrière, un dossier d'un minimum de 20 œuvres, ce qui est une nouveauté du règlement des peintres de la marine, pour montrer effectivement le travail pictural qu'ils sont capables de faire et montrer leur inspiration orientée vers la mer et le monde maritime. Une fois nommés, les peintres de la marine, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas d'obligation, ils n'ont même pas l'obligation de profiter du privilège d'embarquer. Ils ont seulement, selon le texte, l'obligation de consacrer une part de leur activité picturale au rendu de l'activité marine, ce qui est d'ailleurs très difficile à apprécier, et puis, quand bien même, on ne sanctionne pas un peintre qui serait en panne d'aspiration, même pendant 10 ans. Donc la nomination est bien à vie. Naturellement, beaucoup de peintres embarquent autant qu'ils le peuvent. Et d'ailleurs, on peut remarquer que la disparition de la Jeanne d'Arc a eu une véritable influence sur les embarquements des peintres et sur leur rencontre avec les marins. Une relative baisse des embarquements résulte aussi du fait, souvent ignoré, en particulier des marins quand nous embarquons, c'est que les peintres de la marine ne sont pas payés. Ils n'ont aucune solde et aucun avantage particulier à part la nourriture gratuite à bord, puisqu'ils ont rang d'officier. La marine a longtemps perpétué une tradition ancienne, l'acquisition, en particulier à l'occasion des embarquements, d'œuvres créées par ces peintres. La marine bénéficie encore aujourd'hui d'un droit de première vue qui figure dans le texte de 1981 sur leur création en cours de mission. Ces acquisitions d'œuvres permettaient aux peintres de vivre de leur métier et la marine a constitué, en particulier à l'hôtel de la Marine, une véritable collection. Aujourd'hui, la Marine, car elle a d'autres obligations et d'autres restrictions, ne fait plus d'acquisition. Elle n'assure plus non plus le transport, sauf exception d'un vol militaire, des peintres qui se rendent ailleurs qu'à Brest ou à Toulon. Cela rend, c'est certain, plus difficile les embarquements pour les plus jeunes, qui ont besoin encore plus que les autres de vivre de leur art et aussi de nourrir leur famille. De plus, les embarquements peuvent en fait, à cause du coût du transport, devenir plus longs car il est coûteux de débarquer très loin de la France et de payer le billet retour. L'embarquement d'un pomme pour une telle durée est devenu rare. C'est pour ça que je souligne celui d'Anne Smith sur l'Étoile, qui a donné lieu à un très beau livre, actuellement en feuilleton quotidien dans Ouest France.
Et c'est à tel point que la marine a des difficultés financières pour acheter, c'est que plusieurs fois, on nous a souligné que l'on pourrait peut-être travailler gratuitement. Les peintres de la marine le font, mais il y a une véritable restriction à le faire, car il n'est pas logique qu'on ne soit pas payé de son travail. La marine, consciente de cette situation, a accepté des financements externes pour, dans le cas des FREM par exemple, simplement assurer un remboursement de frais aux peintres. Les carrés commandants des FREM bénéficient de tableaux qui ont été peints par les peintres de la marine. Aujourd'hui, la Normandie, l'Aquitaine, la Provence, la Bretagne et l'Alsace bénéficient des œuvres de peintres de la marine financées par des mécènes. Sans ces derniers, il n'y aurait probablement plus à bord de peintures, alors qu'elles sont souvent la fierté des marins et qu'ils réclament ces peintures. L'embarquement, c'est un véritable privilège pour un peintre. Ils sont reçus au carré commandant et vont bien sûr visiter tous les carrés si on les y invite, naturellement. Ils travaillent sous le regard intéressé des marins. Ils organisent avec le commissaire, et ça se l'est régulier, une exposition dans le hangar hélico ou dans le carré commandant, ce qui leur permet de venir dans un carré commandant sans avoir éventuellement à subir les foudres du commandant. Revenir à bord d'un navire quelques mois après un embarquement, c'est une véritable expérience, car les marins vous accueillent très chaleureusement quand vous êtes à bord, mais s'ils vous voient revenir 3 ou 4 mois plus tard, ils se disent « celui-là, c'est vraiment qu'il nous aime et qu'il n'aime pas seulement voyager ». Et c'est aussi ainsi que se créent des liens qui sont des liens très étroits et que les pommes tutoient beaucoup de gradés et que j'ai souvent entendu les pommes tutoyer les prémars, même le chef d'état-major. Ce qui ajoute au prestige des peintres, car quand un marin entend le chef d'état-major et un peintre se tutoyer, il se dit « tiens, celui-là, il a une certaine importance ». Malgré toutes les difficultés liées au changement d'époque, il reste un élément essentiel qui est le véritable respect de la marine pour la création picturale. C'est un des fondements de la vitalité de notre corps. Et cela peut aller très loin, car on m'a raconté l'histoire d'un commandant qui dirigeait une manœuvre pour qu'une ombre sur le sol du pont ne bouge pas trop, pour que le peintre puisse peindre sans que l'ombre bouge. Et moi, il m'est arrivé cette anecdote. On a maintenu une manœuvre à tribord alors qu'elle était beaucoup plus aisée à bâbord pour que je puisse finir l'esquisse grande comme ça, et ça a concerné 400 personnes. C'est donc une attitude tout à fait exceptionnelle que cette attitude de la marine dans notre monde à l'égard d'artistes qui pratiquent la forme d'art que pratiquent les peintres de la marine, qui n'est pas toujours celle considérée comme l'art officiel. Les peintres de la marine ont une autorité de tutelle. C'est une aide et pas une contrainte. C'était dans le passé le CIRPA et le SHD. C'est depuis août 2015 le CESM, ce qui maintient les peintres dans un lien direct avec le chef d'état-major de la marine. Au sein du CESM, qui est à l'école militaire, il existe une cellule des peintres avec un officier, et je salue le commandant Chiquet qui est venu nous écouter, qui leur est affecté, ou plutôt nous sommes affectés au commandant Chiquet, et un secrétariat, ce qui est une nouvelle marque du soutien de la marine et du soutien à leur association. L'association, c'est un élément essentiel dans la vie des peintres de la marine, et c'est Michel qui va vous en parler. Alors, la pomme. L'appartenance à cette association n'est nullement obligatoire, mais elle permet aux peintres et aussi à la marine de bénéficier d'un organe de contact unique et essentiel. Elle a été créée en 1973 par Hervigot, peintre à la carrière magnifique et à la haute pensée, et Luc Maribel, qui fut directeur du musée de la marine. Je pense qu'il y a une photo. Oui. Alors, Michel Bèze, photographie. Comme l'a rappelé tout à l'heure notre président Xavier Delagorce, l'ensemble de cette séance est envisagé comme un hommage. Notre confrère, au siège duquel j'ai été élu, aurait eu 70 ans il y a 2 jours, puisque né le 15 mars 1951 à Toulouse. Ses études de droit sont couronnées par un doctorat et il se consacre à partir de 1975 à la peinture jusqu'à ses derniers jours. Il est nommé Pomme en 1987 à 37 ans.
Il a eu la responsabilité d'être secrétaire général de la Pomme pendant 2 ans et l'a présidé ensuite pendant 12 ans. Sous sa présidence ont débuté les fameuses escales des peintres de la Marine, séjours suivis d'expositions et publications. Il a enseigné en 1993 et 1994 à l'École d'application des officiers de marine. Il a aussi enseigné à HEC. Pendant des années, il a embarqué à de nombreuses reprises sur les bâtiments de la Marine nationale. Sa connaissance du monde maritime et de la marine était grande et ont inspiré la majeure partie de son œuvre picturale. Ensuite, il s'est retiré avec son épouse Marie-Thérèse à Sète, choisi pour son emplacement dans une maison située comme une vigie, mais très rapidement, il a été atteint d'une cruelle maladie qui aura eu raison du courage avec lequel il l'a affronté. Son stoïcisme a été impressionnant jusqu'aux dernières heures qu'il a vécues, entouré des siens dans sa maison qui dominait le grand port de cette ville. Je peux vous lire un petit texte de Christina Baron, conservateur adjoint du musée de la Marine, à propos de l'œuvre de Michel Bèze, que j'ai trouvé vraiment très jolie. Comment rendre compte de la singularité de ce regard ? Le regard de Michel Bèze plonge dans ses racines et dans sa grande culture de la vie. À travers l'inventaire des différents éléments qui composent ses surfaces, ses plans, à travers un jeu subtil d'ombre et de lumière, une gamme infinie de correspondances, il poursuit la recherche d'un idéal avec lequel on peut vivre en conformité. Ainsi se présente le combat toujours renouvelé, une histoire d'amour toujours à inventer entre l'homme et les éléments. La peinture n'est ici présente que pour signifier la rencontre silencieuse et immobile du regard du peintre avec le monde. La confrontation de sa pensée et de ses émotions avec la réalité. L'expression sans cesse redéfinie à mesure qu'évolue sa perception du mystère de notre existence. Au lieu d'exercer sa vue en extension jusqu'aux lointains horizons mêlés du ciel et de la terre, où les formes finissent par se perdre, les yeux du peintre jouent leur partie dans la proximité plan, dans les effets de l'intensité visuelle. Son regard cadre des fragments, fait découpage, tente de percer les secrets millénaires, l'origine du monde. Les matières sont naturelles, organiques, chimiques, solides ou liquides, à des traces d'usure, celles du passage du temps, avec des traces éphémères comme celle d'une empreinte sur le sable. Sa peinture se réfère à cette part de la réalité visible, un univers de lieux solitaires et de choses muettes épiées par un terrible regard, regard impudique, regard perçant. Christina Baron. Les escales. L'association est le point de contact des collectivités locales ou des associations qui veulent organiser le séjour de peintres de la Marine. Elles sont essentielles à la vie du groupe et à sa notoriété hors de la Marine. Elles ont lieu 1 ou 2 fois par an et regroupent de 10 à 15 peintres hébergés pendant un séjour de 8 jours pour qu'ils peignent ensemble un sujet. Ils sont heureux de se retrouver et de quitter la solitude de leur atelier. Depuis 2010, je pense à Villefranche-sur-Mer, les séjours organisés pour les fêtes maritimes à Brest, à Rouen, dans le golfe du Morbihan, Vannes, la Pointe du Raz, Saint-Quay-Portrieux, Roscoff, Tatiou, Abu Dhabi, de la mer au désert, organisé par l'amiral Baussan, à l'époque à l'Indien. Djibouti, organisé par le commandant de la base, et aussi l'envoi dans tous les territoires d'outre-mer de 15 peintres. Et encore, la mission pour les 150 ans du canal de Suède, ou le séjour aux Sables d'Olonne en mai dernier. Avec une exposition d'1 mois au moment du départ du Vendée Globe, a pu, malgré les circonstances, avoir lieu en juin et octobre. Sont envisagées maintenant l'île de Ré, Cherbourg ou encore Boulogne, Saint-Malo et même Saint-Pierre-et-Miquelon. L'association est aussi la courroie de transmission d'expositions organisées par exemple pendant l'été 2020 à Bénodet, après Rouen, Duclair, la mer XXL en 2019 et actuellement au Scriptorial à Avranches à la suite de l'escale de septembre 2019. L'association a aussi permis la réalisation d'un livre financé par la Fondation Bellem et offert par la Fondation pour les 120 ans de son magnifique cargo à voile.
Ce fut la première collaboration entre les peintres, 22 peintres, et les écrivains de la Marine, 7. L'association est aussi à l'initiative de la publication d'un beau livre paru en octobre dernier, coédition Locus Solus, éditeur brestois, et la DPMA, dans lequel figurent 43 peintres de la Marine. Une première qui se révèle un succès de librairie. Pour conclure, il faut bien une association pour essayer de faire agir ensemble et regrouper ce que l'une d'entre nous, Anne Smith, appelle un troupeau de chats. Pardon. La création artistique et l'esthétique des peintres de la Marine. Évoquer notre création artistique sans polémique est souvent bien difficile. Le constat, c'est qu'après 1981, date du texte qui nous réglemente aujourd'hui, et aujourd'hui encore, la Marine a voulu, dans les faits, marquer un respect de principe à ceux qu'elle honore de cette dignité en conservant le corps de la Marine et en le soutenant comme elle le peut, ce qui n'est pas innocent et marque bien une volonté. Les peintres nommés ont ainsi la possibilité, avec un statut officiel et une reconnaissance reconnue, une reconnaissance admise par de nombreuses personnes, je pense aux collectivités locales, aux galeries, qui offrent des possibilités aux peintres nommés qu'elles n'auraient pas offertes probablement si les peintres n'avaient pas été nommés. Ça nous donne la possibilité de maintenir vivante la tradition de la peinture maritime. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est essentiel et ce n'est pas sclérosant. Les peintres de la Marine sont aussi parmi ceux qui maintiennent une forme de peinture qui n'est pas, comme on le disait avant, dans le vent, mais qui est attendue du public, à défaut parfois d'un certain nombre de l'art d'un certain nombre de gens du monde de l'art dit contemporain. Je remarque que l'exposition au Sable d'Olonne a attiré plus de 9000 visiteurs au mois d'octobre dernier. Je ne suis pas certain que certaines expositions dans des FRAC ou dans des FDAC aient attiré autant de monde. En restant des peintres essentiellement figuratifs, sans être des fournisseurs d'images exclusivement et excessivement figuratives, ils sont confrontés à une difficulté qui n'est pas des moindres, c'est l'opposition avec ceux qui sont toujours appelés peintres, mais dont l'expression est faite de simples provocations ou de plaisanteries souvent insignifiantes, mais toujours très lucratives. Citer un membre de l'Institut, le peintre Caron, les maîtres qui nous ont précédés, nos pères, sont en attente d'une descendance, certainement pas de délire et d'attentats multiples à la beauté, donne une idée de la tâche que s'assignent les peintres dans les faits avec délectation. Cette phrase illustre un autre rôle de la peinture figurative. La Marine, par tradition, par sagesse, par culture, a bien compris que de tels artistes pouvaient participer encore aujourd'hui à sa gloire, appelée le plus souvent aujourd'hui rayonnement. La tradition, marquée en est un exemple remarquable, nous donne avec une grande force la possibilité de voir les pores et la poésie qu'il recèle sous forme de tableaux. Les peintres peuvent ainsi, avec le même paysage, montrer des visions très différentes à des époques presque semblables. Le port de Marseille par Ziem et Signac donne un éventail de cette palette. La peinture est un métier qui s'apprend. La beauté, ce n'est pas une question de goût, même si la sensibilité des spectateurs à des esthétiques variées qui peuvent s'exprimer grâce à un métier appris auparavant est justifiée. Le constat, c'est que des artistes souhaitent toujours être nommés, principalement pour exprimer, grâce à leur métier, leur amour de la marine, de la mer et du monde maritime, source d'inspiration infinie. Michel, à toi. Expérience maintenant ? Oui, fais-nous part d'une expérience qui soit un peu vivante, si nous avons encore le temps. Oui, c'est... Alors, que dire ? Par exemple, en mars dernier, j'ai eu la chance de partir en Polynésie dans le but de faire une croisière aux Marquises, qui était le rêve de mon existence. Et puis, le Covid est arrivé, et le jour de l'embarquement, il a fallu réembarquer sur Paris le soir même. L'horreur absolue.
Mais pendant quand même une dizaine de jours, j'ai eu la chance de visiter Tahiti, d'aller à Nouméa, d'aller... pas Nouméa, excusez-moi, d'aller à Tahiti, d'aller à Moorea, d'aller à Huaïné et de faire multiples photos et petits croquis et de réfléchir évidemment aux futures toiles qui sont toujours une hantise pour moi. Et donc, lorsque je suis rentrée à Paris, eh bien, j'étais à nouveau nourrie par tout ce périple qui avait été très court, mais cependant très riche. Et j'étais à nouveau rechargée comme une pile. Et je dois dire que j'ai apprécié ce premier confinement. Tout d'un coup, plus aucun dérangement, le silence à la maison, plus de téléphone, plus de déjeuner, plus de dîner, plus de copains, plus rien. Le temps appartenait au temps et c'était assez formidable. Et donc, finalement, nous faisons un métier de confinement parce que on se sert de nos peintures et de nos couleurs comme d'autres, comme les écrivains se servent des mots. Et j'ai éprouvé un réel plaisir à travailler longuement sur mes toiles. Et en fait, pendant ces 2 mois ou 3 mois de confinement, je n'ai fait que 2 toiles, mais je les ai abouties sans me presser, en réfléchissant, en les observant beaucoup, en les laissant dormir. La nuit, je les retrouvais le matin et je voyais immédiatement ce qu'il fallait rajouter ou retirer. Et j'ai travaillé d'une façon assez merveilleuse, comme je n'avais jamais pu le faire auparavant, puisqu'on est pris dans un espèce de système, que j'ai cette chance de faire tous les ans au mois de mai une exposition au Japon. Donc j'ai malgré tout un métier qui me prend beaucoup et qui exige une certaine production. Là, tout d'un coup, la production, c'était fini. Et j'ai réalisé ces 2 grandes toiles dont j'étais assez fière parce que voilà, je les ai abouties. Je ne pouvais plus aller au-delà. Et c'est finalement grâce au confinement. Maintenant, j'aimerais bien que le confinement s'arrête, évidemment, parce que ça commence à bien faire. Voilà une expérience. C'est bien la pluie à Moorea. Ah oui, formidable. Et celui-là. Oui, c'est ça. Ce sont ces 2-là, qui sont des très grandes toiles. L'une est un 80 figures et l'autre est un 120 figures qui fait 190 sur 130. Et la fin du confinement, que l'on espère la fin, t'a permis de préparer aussi ce tableau. Ah oui, alors ça, c'est une exposition que nous devons faire à Colombey-les-Deux-Églises en avril prochain. Et j'ai eu l'honneur que ma toile ait été choisie pour faire l'invitation de l'exposition en hommage au général de Gaulle. Voilà. Mon père était très gaulliste et j'en étais très fière. Moi, j'étais très fière à l'époque que nous ayons de général. Voilà. Alors, pour ma part, mon expérience de confinement sera un peu semblable. Moi, je n'étais pas parti en Polynésie, mais ma fille, qui a 2 enfants, et son mari sont venus se confiner à la maison, qui était assez grande à la campagne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ma fille voulait surtout pas nous donner le virus, je lui dis, écoute, il n'y a qu'une solution, c'est que vous vous enfermiez dans l'atelier. Donc elle s'est confinée pendant 3 semaines dans l'atelier. Donc j'ai été repoussé dans un garage à l'extérieur et j'étais un peu sec. Alors du coup, j'ai trié mes toiles. J'ai trié 40 ans de toiles. J'ai brûlé des toiles, j'en ai découpé, j'en ai conservé beaucoup, mais j'ai brûlé aussi peut-être 5 kilos de dessins. Je pense que le tri est utile car il vous permet d'avancer. Car quand on est dans son atelier, et François a certainement la même expérience, on peint, on regarde les tableaux, et s'ils ont le bonheur d'être vendus, c'est-à-dire de vivre puisqu'ils sont vus, on les retourne, on ne les regarde plus. Donc il faut laisser la place. Et au bout d'un moment, profitant de l'expérience que j'avais eue auparavant en étant embarqué sur le porte-avions et en mer Rouge, j'ai peint non seulement le bateau qui fait la traversée à l'île-Dieu, mais surtout, je me suis souvenu de différentes missions et j'ai peint ces grands tableaux-là, car moi aussi, j'ai fait comme Michel, j'ai peint de grands tableaux qui sont inspirés de l'île-Dieu et d'autres sujets encore. Je ne vous ai pas tout montré. C'est pour vous montrer que le confinement, pour nous, n'a pas été une très grande difficulté, si l'on est honnête, à part nous priver des amis. C'est que ça nous a obligés à être un peu plus enfermés que nous ne le sommes habituellement dans nos ateliers. Aujourd'hui, pour conclure, ce que l'on peut dire, c'est que les 41 pommes que nous sommes aujourd'hui
sont confrontés plus ou moins à la difficulté matérielle et même parfois morale d'être de vrais artistes, respectueux de leur métier. Mais ils ont le seul métier qui les rend heureux et qu'ils exercent après l'avoir appris longuement tout au long des jours. Pour terminer et pour ouvrir peut-être une discussion, 2 citations que nous avons relevées. « L'art naît de la contrainte, vit de lutte et meurt de liberté », c'est André Gide. René Char, lui, indique « Le poète ne doit pas laisser des preuves, mais des traces ». Et puis je termine avec ce que disait mon maître sur l'enseignement. Il disait « Il faut que chacun puisse essayer de devenir ce qu'il est. Ignorant leur destination, le projet de chacun, je n'indique pas la route, j'essaye de leur apprendre à marcher. » J'avais aussi une toute petite réflexion de mon patron, Chaplin-Midi, que j'aimais beaucoup et qui m'avait dit, et ça m'a bien suivi toute ma vie, on est l'homme d'une seule vérité et on met toute sa vie à la bien dire. Voilà. Pardon. Eh bien, écoutez, moi, je voudrais, au nom de l'ensemble des membres de l'Académie, vous remercier pour cet instant privilégié que vous nous avez fait partager. Fait de sensibilité, fait de sincérité, de spontanéité, et créant une interface, je pense, avec le monde de la mer, tous ceux qui aiment la mer, une interface d'exception. Alors, je me dis que vous êtes des ambassadeurs, des ambassadrices exceptionnelles de la marine, des ambassadrices des amoureux de la mer, des acteurs de la mer. Et ça mérite d'être encore mieux connu, d'être encore mieux reconnu. Et je vous en remercie très sincèrement. Alors, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais j'ai commis une erreur tout à l'heure. Dans le numéro que j'ai donné à ceux qui nous regardent, la fin, ça n'est pas le 33, amiral, c'est le 63 à la fin, n'est-ce pas? 06 85 83 66 33. J'ai pas dit ça? Non. Ah bon, eh bien c'est ce que j'ai écrit. Donc je répète pour ceux qui souhaiteraient intervenir, 06 85 83 66 33. Alors, je vais remettre à Michel Battu, non pas pour la prestation qu'elle vient de faire, parce qu'elle mériterait encore plus, mais une médaille, parce qu'on ne lui a jamais remise, on n'a pas eu l'occasion, quand elle est arrivée à l'Académie. Donc, mon cher Jacques, ne prenez pas ça pour une... J'ai eu la même. Vous avez eu la même. Voilà, donc je vais remettre ça à Michel Battu. Voilà, vous nous avez fait partager un moment, vraiment un moment d'exception. Voilà, y a-t-il des artistes dans la salle? Oui, certainement. Alors, y a-t-il des questions? Oui, pardon. Parlez un petit peu fort parce qu'on ne peut pas avoir de micro. Cher maître, au pluriel, je voudrais vous poser une question pratique. Vous nous avez exposé la pyramide des âges des pommes. C'est quand même relativement élevé. Bon, on peut comprendre que certains d'entre eux ne soient plus en état, pour des raisons physiques, de produire des œuvres. Alors, est-ce que vous n'envisagez pas, encore, de créer un statut d'honoraire? Alors, nous y avons réfléchi. Mais en fait, le statut d'honoraire compliquerait et modifierait, de mon point de vue, le texte de 1981. Alors qu'un artiste, c'est ce que je soulignais tout à l'heure, peut se remettre à peindre, même si c'est arrêté à 90 ans,
il peut se remettre à peindre à 92 ans. Je pense à Michel King, qui a 91 ans aujourd'hui, et qui travaille activement, qui est vraiment... Je pense à Michel Bernard, qui a des grandes difficultés de santé, mais qui travaille toujours à l'aquarelle. Donc, modifier ce statut, ce serait peut-être mettre un peu... Je sais que nous avons ici le statut des honoraires, hein, de demander l'honorariat. Mais je pense que nous sommes un petit corps, nous sommes peu nombreux. Ça évolue entre 40. Beaucoup voudraient que nous restions à 40 parce que ça évoque un chiffre prestigieux. Mais quand j'ai été nommé, nous étions 47 ou 48 ou 49 même. Mais c'est un corps peu nombreux, avec un nombre d'actifs relativement peu nombreux, puisque je parle d'actifs, ceux qui embarquent et ceux qui participent aux escales, puisque chacun a sa vie d'artiste. Donc, maintenir ce lien, c'est très important. C'est pour ça qu'on l'a souligné avec Michel tout à l'heure. La nomination de Brenet, la nomination de Christophe de Buchères à 36 ans, en même temps que Brenet était là, qui devait avoir 97 ou 98 ans, mais c'est créer un lien entre des écoles, entre des hommes. Et finalement, c'est une fierté pour un jeune peintre d'être nommé, de rejoindre des gens qui ont même mon âge, même si ce n'est pas, je ne parle pas forcément de moi. Voilà une des raisons pour lesquelles modifier ce statut nous semblerait embêtant, parce que, et en plus, moi, je trouve qu'il y a un équilibre dans ce statut de 1980 confirmé en 2005 qu'il ne faut sans doute pas trop bouger. Car il y a eu des velléités à un moment d'essayer de peut-être réunir les peintres entre eux avec les différentes armées, et moi, je n'y suis pas favorable. Ce qui veut dire, chers collègues, que vous pouvez encore vous inscrire. Absolument. L'amiral Bellec. Je lui ai transmis la présidence de l'Association nationale des Beaux-Arts, qui organise tous les ans un salon de peinture internationale au Carrousel du Louvre dans le budget de 250 000 € par an. Parce que ça coûte très cher de louer la salle, de l'organiser. C'est-à-dire que Michel King, avec son. Il a beau être notre doyen, oui. Il a une activité dans une grande société d'artistes. Il n'est pas gâteux. Hein. L'honorariat ne signifie pas forcément le gâtisme. Mais... Raymond l'Italien, la présidente de la section Histoire, Lettres et Arts. Je suis très fière de l'intervention de deux de nos membres artistes. Alors justement, à ce sujet, je voulais vous demander d'abord à Jacques Rau et aussi éventuellement à Michel, vous avez parlé que les peintres de la marine ne sont pas dans le vent. Vous pouvez dire qu'ils ne sont pas dans le vent. Et si c'est le cas, quel rapport entretenez-vous, les peintres de marine, avec ceux qui sont perçus comme étant dans le vent? Alors, pourquoi ne serions-nous pas dans le vent? Pourquoi ne serions-nous pas contemporains? Parce qu'en réalité, on parle de peinture contemporaine, et c'est là la grande question. Eh bien, écoutez, si on est place de Valois au ministère de la Culture, dès qu'il y a la moindre figuration, on est considéré comme ringard, complètement passéiste, et qu'on ne doit même pas vous regarder. C'est-à-dire qu'il y a un véritable ostracisme, c'est une véritable guerre de religion. La figuration fait l'objet d'une véritable opposition dans l'art, ce qu'on peut appeler officiel. Il y a une petite amélioration, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'on n'appelle plus peintres les gens qui s'expriment ainsi. On les appelle souvent des plasticiens, on les appelle je trouve plus le mot, ceux qui font des installations, des installateurs. Donc finalement, il y a moins de troubles de langage. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une affaire de gros sous. Il y a régulièrement, là actuellement, il y a un livre dont je vous conseille la lecture de Benjamin Oliven, qui est professeur aux États-Unis, qui est un homme qui doit avoir une trentaine d'années, et qui a écrit un livre absolument remarquable qui montre qu'il n'y a pas que la peinture, l'art officiel, et que c'est une
cette attitude française, parce que c'est très français, remonte à l'époque de la Troisième République, où la Troisième République a loupé le coche des impressionnistes et a toujours cette peur de ne pas reconnaître la peinture qui serait la peinture intelligente ou qu'il faudrait avoir reconnue. Donc elle se précipite vers toutes les bêtises, un peu comme le bourgeois gentilhomme. Voilà pour la raison pour laquelle on n'est pas dans le vent. Mais on est quand même dans le vent parce que nous vivons, nous exposons, nous gagnons notre vie avec cette peinture. Et Michèle Battu en est un exemple. Elle expose à l'étranger. Nous sommes absolument reconnus. Nos expositions attirent du monde, mais nous ne sommes pas dans l'art officiel. Voilà en quoi nous ne sommes pas dans le vent. Mais nous nous considérons comme vraiment contemporains et faisant un métier qui vaut le coup d'être fait et exercé. On a Richard Texier, mais je dirais que Richard Texier, il est quand même encore dans la même catégorie que nous. Il est très très peu figuratif, mais on peut dire qu'il utilise encore ce que nous utilisons, c'est-à-dire des pinceaux et une toile. On reste encore dans le même univers. Alors, il ne s'est pas clin avec des toiles uniquement blanches ou bleues, mais il est peu figuratif. Mais c'est vrai qu'il est peintre de la marine et que c'est le seul exemple de peintre non figuratif chez nous. Mais je pense que je ne vais rien trahir. Je pense qu'on ne voit jamais la toile de Richard Texier dans le catalogue du Salon de la Marine. Et vous savez ce que ça veut dire? Oui, mais on ne voit pas sa toile dans le catalogue. Parce qu'il y a des galeries qui lui disent vous ne pouvez pas être avec cette peinture-là. C'est parce que c'est rédhibitoire. Oui, c'est ça. Vous décomplétez. Pardon. Oui, c'est ça. Nous sommes pourtant des contemporains, mais c'est vrai que l'art officiel aujourd'hui nous bannit totalement. Nous sommes juste bons à être jetés à la poubelle. La figuration n'existe pas. Et le mot beauté, esthétique, rêve, émotion et tout ça sont des mots qui sont vraiment, mais qui sont reniés totalement aujourd'hui. Et on est aujourd'hui malheureusement dans un monde de subversion. Je ne sais pas si vous avez regardé la soirée des Oscars. C'était absolument effrayant. Et si on ne choque pas, si on ne montre pas des choses absolument épouvantables, on n'est pas intéressant. Et en tout cas, pour ceux qui chantent la beauté, ce qui est vraiment mon cas, moi je suis une amoureuse de la nature, de la mer, du ciel, et en permanence. Et je dirais que c'était une source d'inspiration à l'infini pour moi. Quand je vois des choses d'art contemporain à la FNAC, je ne reste même pas dubitative, je sors furieuse en me disant on se moque de nous. Alors, c'est toute une partie parallèle, mais qui malheureusement a été programmée par les instances, les ministres, etc. Enfin, tous ces gens vont dans le même sens. Nous sommes en pénitence en ce moment, je dirais peu importe, parce que nous faisons un métier de funambule. Et nous travaillons sans filet. Si on a la chance d'avoir des marchands et de vendre notre peinture, c'est merveilleux, on vit de notre art. Si tout d'un coup, et Dieu sait si c'est un métier avec des hauts et des bas, j'ai connu les deux, eh bien, quand on ne vend pas sa peinture, c'est un métier de clochard. Ça, c'est très clair. Mais enfin, c'est ce qu'on a choisi, donc on y va. Et on y va courageusement. Or, tout ce qui s'appelle art contemporain aujourd'hui, on a l'impression que c'est quand même une affaire financière qui a été montée, une affaire de spéculation, une affaire de je ne sais pas quoi, avec des marchands, voilà, entre guillemets, je ne sais pas. En tout cas, c'est tout à fait indépendant de nous. Nous n'avons rien à voir avec ce marché-là. Rien du tout. Mais en tout cas, on est vomi par tous ces gens-là. C'est une certitude. Peu importe, on sera peut-être très connus dans 100 ans. On n'y sera plus là pour voir, mais ça n'a pas d'importance. Nous continuons notre trajectoire. Et puis, voilà. J'avais un maître qui disait, ce qui est embêtant, c'est s'il y a un tremblement de terre à Beaubourg, et encore Beaubourg n'est pas tout à fait révélateur de cela, si tout s'effondre, tout s'écroule au Louvre et à Beaubourg, eh bien à Beaubourg, on ne retrouvera pas d'œuvres d'art. On ne verra pas les débris du bâtiment et les œuvres d'art, tandis qu'au Louvre, même un tableau de Rembrandt en petit bout, on se dira, tiens, là, il y avait quelque chose. Édouard Berlet. Est-ce qu'au-delà de la distinction de base entre art figuratif et non figuratif, et compte tenu de ce que vous avez dit,
reprendre la question? Je redemande. Oui. Ah, excusez-moi. Pouvez-vous reprendre la question, s'il vous plaît? Non. C'est la reprendre parce qu'on n'entend pas partout. La question posée. Ah oui. Alors, je vais vous redemander la question. Excusez-moi. C'est l'émotion. Oui. Oui. Et compte tenu de ce que vous avez dit, est-ce que vous considérez que les peintres de la marine représentent tout de même un certain nombre de courants artistiques, ou est-ce que la notion de courant artistique a elle-même disparu, en quelque sorte? J'ai l'impression. Je pense que la notion de courant artistique actuellement a un peu disparu. Oui. Cela dit, on peut quand même encore dater, parce que si vous regardez la peinture de François Bellec, de Claude Schur, de Michel King, on voit que on peut dire que c'est une peinture des années 70, 80, 90. Et on voit qu'il y a une évolution. Je vois dans les jeunes peintres qui sont arrivés chez les peintres de la Marine, c'est un peu différent. Et je suis sûr que d'ici une quinzaine d'années, vous direz « Ah tiens, c'est daté des années 2000 ». On voit la peinture des années 50, on voit à peu près maintenant ce que c'est, où ça se situe. Et on commence à voir la peinture des années 60 et la peinture des années 70. La difficulté, c'est que comme il n'y a plus d'enseignement, plus du tout, on est confronté à une véritable difficulté. C'est-à-dire qu'on voit, et c'est une des sources du succès de l'école dont je viens, c'est que c'est un des seuls endroits où on apprenait encore à peindre, et que quand des candidats viennent devant le jury, les jurys se disent « Ah ben ça, c'est de la peinture ». Donc, c'est comme ça que nous sommes 6 ou 7, je crois, maintenant, issus de l'école des Tempes, ce qui est quand même considérable par rapport à 41 peintres. Il n'y a plus d'école. Donc, on voit bien que les gens sont issus de stages où il n'y a plus d'école. Donc, je fais partie de la Fondation Taylor que connaissent bien François et Michel, On reçoit des candidatures, il y a 5600 membres, ce qui est quand même déjà révélateur d'un nombre d'artistes. Eh bien, on voit des gens issus et formés, on en voit 5-6 par an, alors que nous recevons une vingtaine de dossiers par mois. C'est quand même très très peu. Alors, c'est pour ça que nous avons parlé de la BD, parce que la BD est une source de formation. Les gens qui apprennent à dessiner, ils apprennent un vrai métier. Et la formation est impitoyable. Ceux qui ne savent pas faire les exercices qu'on leur demande de faire à la fin des études, ils n'ont pas leur diplôme. Et parmi eux, il y a des artistes. Et ces artistes, ils vont apparaître un jour. Et c'est pour ça que je pense qu'on a un vrai intérêt à prendre des artistes issus de la BD chez les peintres de la Marine. Outre que c'est un langage qui parle à notre époque. Merci Jacques. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Amiral? Je vais commencer par une boutade. J'ai un ami qui est collectionneur d'art contemporain et qui me disait que quand on entrait dans la galerie, ça valait très cher, mais quand on en sortait, ça ne valait plus rien. Oui. Ma question, est-ce que les peintres de la marine ont quand même quelque chose à voir avec la mer, les bateaux, etc. Et dans l'art très très contemporain, hyper tout ce que vous voulez, où trouver un rapport entre la mer et la matière qui est utilisée? C'est bien ce que je pense, Amiral. Je pense qu'il n'y a aucun rapport et que c'est pour ça qu'une certaine figuration est absolument indispensable chez les peintres de la Marine. Sinon, il n'y a pas de langage. Et, vous, comme chef d'état-major de la Marine, je sais le rôle que vous avez eu et l'amour que vous aviez pour les peintres de la Marine et la protection que vous leur avez assurée. Et c'est très important. Et c'est très important. Et c'est cela qui fait qu'on a des candidats, parce qu'on sait que c'est un corps où il y a des peintres. Une femme comme Hélène Legrand, qui est de la dernière promotion, elle dit, mais moi je suis venue chez les peintres de la Marine, pour moi c'est une énorme reconnaissance, parce que c'est un lieu où encore on peint. Voilà. C'est un métier, peut-être que ça ne dit plus grand-chose à grand monde, mais nous nous y tenons, nous l'aimons. Et la marine l'aime, donc on est content d'être avec les marins et la marine. C'est surtout un lieu, la marine, où on peut exprimer ses émotions. Je pense qu'une peinture réussie, c'est une peinture qui donne de l'émotion. Une peinture qui ne donne pas d'émotion, c'est une croûte. Et l'art contemporain n'a rien à voir avec tout ça. Quand on voit les réalisations de Jeff Koons au pied du Grand Palais,
Je pense que ce sont des bidules qui arrivent tout droit de l'ordinateur. Et je ne vois pas où se trouve l'émotion, le talent, la beauté, le sentiment, l'approche de quelque chose. Je trouve que ce sont des coups de poing et que c'est violent, que c'est vulgaire. Finalement, c'est moche. Mais ça a du succès. Voilà, ça a du succès, peut-être avec la nouvelle génération qui a le nez dans l'ordinateur toute la journée, peut-être. Mais en tout cas, pour nous, non. Et malgré tout, aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un retour vers la figuration, parce qu'un mauvais figuratif, on le voit tout de suite. Un mauvais abstrait, ça peut encore se mélanger. Mais un mauvais figuratif, on voit tout de suite s'il ne sait pas dessiner, s'il ne sait pas peindre, on comprend ça immédiatement. Et on peut dire que c'est vraiment un métier à part entière et qui demande beaucoup de travail, parce que finalement, c'est un métier qui s'apprend en le faisant, et que plus on peint, plus on connaît son métier. Donc, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, l'art contemporain, c'est autre chose. Je n'ai pas grande confiance pour l'avenir de l'art contemporain actuel que M. Jacques Lang nous a asséné. Mais par contre, j'ai assez confiance dans la peinture figurative de qualité par le fait que, par exemple, on a la Chine aujourd'hui qui est très intéressée par notre travail. L'Asie, je travaille avec des Japonais, par exemple, qui vraiment apprécient mon travail. Mais ils aiment encore Monet, Signac, les impressionnistes. Ils sont encore en admiration devant tout ça. Alors qu'ici, on a jeté tout ça aux orties. Voilà, on verra la suite. Voilà. En tout cas, nous ne faisons pas partie de l'art contemporain, bien qu'on soit contemporain. C'est agaçant. Ça, on l'a compris. Oui, vous l'avez compris. On a compris ça. Y a-t-il d'autres questions? Oui, pardon. Compte tenu de ce que vous venez de dire, pour paraphraser un film qui disait « La situation est grave, mais pas désespérée », à vous écouter au premier abord, vous trouvez la situation désespérée. Pas du tout. Je comprends qu'elle peut n'être que grave. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Elle n'est nullement désespérée. Non. Oui. Bon, merci pour Jean. cette magnifique peinture. Vous avez parlé des peintres à l'étranger, donc les différences, on n'a pas la même organisation, etc. Je suppose que vous avez des contacts avec eux, des expositions communes et autres. Est-ce qu'ils ont la même problématique, d'abord de pouvoir aller sur des bateaux, de représenter le monde de la mer comme vous le présentez et pas rester sur la plage? Je pense à tous ces merveilleux aquarellistes anglais qui font des peintures de petits ports dans le Devon et autres. C'est absolument merveilleux, mais ils ne vont jamais sur les bateaux. Jamais. Donc vous avez une vision très particulière. Absolument. Je suppose qu'ils vous envient. Non seulement ils nous envient, mais les marines étrangères nous envient. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois, et encore quand j'étais sur le Charles de Gaulle, où il y a eu des manœuvres communes avec un autre porte-avions américain. Le commandant du porte-avions est venu. Il y avait à bord un photographe de la marine. Oui, il y avait un photographe, et les Américains sont arrivés avec 4 photographes à bord. Et on leur a posé la question avec le photographe. Ils nous ont dit « Oh, nous sommes 15 photographes à bord. » Mais le commandant nous a dit « Ah, mais vous peignez ?» Mais nous, on n'a absolument pas ça. Ils n'ont jamais un peintre qui monte à bord et qui peint. Alors qu'il y a une organisation américaine de peinture de marine qui est importante, avec laquelle nous allons avoir une exposition en ligne à partir du mois de juin. Mais il n'y a absolument pas cette organisation. En Italie, c'est très folklorique. Moi, j'ai eu des contacts avec des Italiens qui m'ont dit « On va prendre contact avec vous ». Je leur ai écrit. Et puis, tout ça tombe à l'eau. Il y a une association, mais c'est une association, ce n'est pas la marine qui officiellement. En Belgique, c'est exactement la même situation. Et les derniers contacts que j'ai eus, j'ai vu que l'association est plutôt moribonde. En revanche, c'est vrai qu'en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Italie, et aux États-Unis, et en Australie, en Angleterre, et au Canada, il y a une peinture figurative de marine très active, un peu académique, un peu strictement académique. Nous, alors là, nous, on apparaît un peu comme des modernes par rapport à eux, parce qu'ils sont beaucoup plus, particulièrement les Américains, ils sont beaucoup plus académiques que nous. Mais le corps de la marine, c'est vraiment une exception, et c'est une exception unique au monde.
Au nom de... Pardon. Non, je vous en prie. Au nom de tous ceux qui nous voient ici et ceux qui nous écoutent et nous voient de loin, je voudrais vous renouveler mes remerciements. Et il me venait un mot à l'esprit en vous écoutant, c'est de nous avoir parlé à cœur ouvert. Vous nous avez parlé à cœur ouvert avec vos préoccupations, vos espoirs, vos attentes, vos déceptions peut-être, mais aussi votre espoir. Et en tout cas, vous savez qu'au sein de l'Académie, vous n'avez que des amis. Absolument. Nous le savons. Nous le savons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je remercie. Et je remercie une nouvelle fois la famille de notre confrère Michel Renvoisier d'être venu pour écouter cet éloge. Merci. Normalement, l'éditeur en a envoyé 2 exemplaires à l'Académie. J'ai demandé que l'éditeur envoie 2 exemplaires de ce livre-là à l'Académie. C'est sorti au mois d'octobre.